Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Nous sommes avec Bruno Jeudi, en pleine forme, rédacteur en chef des Paris Match. Bonsoir Bruno. Louis Boussalter, journaliste à Marianne. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Et Gaspard Konzer, conseiller en communication. Bonsoir mon cher Gaspard. Bonsoir. On va parler, il y a plein de sujets dans l'actualité politique. Peut-être un mot de la gauche. Est-ce que la gauche est en train de se réveiller? En tout cas, Anne Hidalgo, qui était l'invitée hier de nos confrères de RTL, a semblé assez vive, assez dans ses réparties, notamment face aux journalistes. On va écouter un petit extrait de ce qu'elle a dit, puis vous allez me faire l'analyse de ses propos. Pour ou contre la semaine de 32 heures? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce qu'on passe de 35 à 32 heures? Vos questions sont assez débiles, parce que... non, mais pardon, vos questions sont quand même assez débiles, parce que vous croyez que c'est comme ça que ça se pose. Les 35 heures a été proposé. Est-ce que Anne Hidalgo, candidate, proposera les 32 heures par semaine ou pas? Je ne proposerai pas les 32 heures, mais je laisserai les organisations syndicales et les entreprises... Vous voyez, c'est clair. Je ne pense pas que ce soit aussi débile. En tout cas, il n'y a pas de réponse débile, il n'y a pas de question débile. Alors, pourquoi ce vocable si agressif, Gaspard Konzer, de la part d'Anne Hidalgo face aux journalistes? Elle a aussi parlé de Zemmour, on va en parler dans un instant. Mais là, par rapport aux journalistes, débile. Je trouve pas ça justifié. Donc, je pense que dans aucune manière, on doit insulter des journalistes. On peut être en désaccord avec des journalistes sur le fond quand ceux-ci expriment une opinion parce qu'ils sont éditorialistes. En revanche, quand ils posent des questions, on doit y répondre ou on ne doit pas y répondre complètement si on n'a pas la réponse. Mais en tout cas, respecter la liberté d'information qu'ils véhiculent. Je pense qu'on y voit plutôt une forme de déstabilisation de la candidate du Parti Socialiste, qui quand même est beaucoup plus combative depuis un mois. Donc elle se bat, elle fait beaucoup de télé, beaucoup de radio, elle est très présente. Mais là, visiblement, elle n'a pas aimé la question parce qu'elle devait la mettre dans un coin dans lequel elle ne devait pas se sentir très à l'aise. Pourtant, la question était tout à fait légitime. 32 heures, 35 heures, c'est une durée légale, c'est la loi qui fixe cette durée, et c'est pas les partenaires sociaux qui, après, eux, peuvent décider de décliner cela en accord de branche, mais la durée légale, par définition, elle est légale. Bruno Jeudi, vous comprenez pourquoi il y a une agressivité comme ça? Moi, par définition, je commande pas. Je trouve que les politiques ont raison de nous malmener. Moi, ça me gêne pas. Il y a 2 semaines, Roselyne Bachelot. Maso, je crois. Non, mais il y a 2 semaines, ça n'a pas fait de bruit. Il y a 2 semaines, Roselyne Bachelot, avec qui j'ai une relation tout à fait cordiale, m'a dit c'est une question à 2 balles que vous me posez. Voilà. Alors, sur les réseaux sociaux, il y en a qui se sont émus qu'elle puisse dire ça. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'en ai rien à faire. Ok. Non, mais qu'est-ce que ça symbolise? Je trouve que c'est plus intéressant. C'est plus intéressant, sans doute, que ça monte de la gêne par rapport à cette question, qu'elle veut pas se positionner parce que les écolos, Mélenchon, sont positionnés pour les 32 heures. Donc, sans doute qu'il y a peut-être un calcul derrière ça. Et ça montre qu'au fond, Anne Hidalgo est trop dans les calculs et qu'elle devrait par moment se lâcher beaucoup plus. Ce qu'elle a fait d'ailleurs, on en parlera sans doute avec Zemmour. Et là, moi je suis d'accord, les 32 heures c'est légal. Elle était en fait embarrassée pour répondre sur cette question. Et du coup, elle a fait un truc classique. On met le journaliste, on tape sur le journaliste plutôt que répondre sur le fond. Mais taper sur les journalistes, encore une fois, c'est une vieille technique de communication chez les politiques. Ça marche plutôt. Ça a bien réussi à Mélenchon. En général, de ne pas être aimé par les journalistes, ça plaît plutôt aux Français. Donc franchement, j'allais dire, pour elle est presque sur le bon chemin. Louis Boussalter. Louis, votre analyse? Elle parle en fait, elle est gênée, c'est évident, parce que je pense qu'au-delà de cette question du temps de travail, qui est quand même symptomatique, c'est-à-dire que la gauche rouvre ce débat, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, et la candidate du Parti Socialiste est visiblement gênée à l'idée de se positionner dessus, sur l'une des mesures emblématiques et historiques de la gauche. Donc ça, c'est un premier élément, et je pense que plus globalement, ça dénote un problème d'offre politique chez Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à articuler une offre, des mesures, un programme qui correspondent à une attente du côté d'une partie au moins de la population française. Je pense que ce qu'elle essaye de reprendre, qui est l'héritage socialiste, elle a du mal parce que sur une question comme le temps de travail, on voit bien qu'elle ne sait pas exactement où elle habite. Sur l'écologie, elle a du mal aussi parce qu'elle est concurrencée par les Verts et elle se présente comme la maire la plus écolo. En réalité, est concurrencée par quelqu'un qui a l'immense avantage d'être du parti écologiste, d'être les Verts, donc d'afficher la couleur. Et donc quand vous êtes à côté et que vous avez
beau être le meilleur écolo du monde, vous aurez l'argument de l'original et de la copie qui vous reviendra comme un boomerang. Donc je pense que tout ça dénote un flou dans le positionnement qu'elle a. Elle essaye de réactiver un peu la social-démocratie qui existe en Europe, mais en France quand même, depuis le quinquennat de François Hollande notamment. C'est quand même compliqué. Oui, aussi. Elle est en souffrance en Europe. Elle est en souffrance et en Allemagne, elle va gouverner en coalition, mais une offre social-démocrate claire, dynamique, en France, ça n'existe pas du tout. En Europe, on a un peu de mal aussi à l'avoir. La surprise, c'est un peu l'Italie. Donc elle n'y arrive pas. Il y a quand même pas mal. Mais qui ont plus réactualisé à la fois les personnalités et le logiciel, qui avait un programme pour tout dire. Anne Hidalgo, elle a un problème de ce côté-là. Alors, pour revenir à Anne Hidalgo, elle a aussi exhorté la gauche à se réveiller face au phénomène Zemmour, qu'elle qualifie de guignol. Elle a raison de sonner comme ça l'alarme, Gaspard Ganzer? Alors, je pense qu'elle a raison. Déjà, raison de son point de vue à elle, parce qu'elle avait raté son entrée en campagne au mois de septembre. Elle est dans une sorte de relance au mois d'octobre. Et on parle quand même beaucoup plus d'elle. Elle est sortie du bois, elle va dans les médias quasiment tous les jours. Elle est plus incisive sur le fond, même si elle a encore quelques sujets idéologiques à régler, comme sur la question du temps de travail, où elle ne sait pas encore exactement ce qu'elle pense. Et puis, elle a raison aussi, parce que en politique, on se construit aussi en s'opposant. On se pose comme candidat en s'opposant à un autre candidat. Et Éric Zemmour, c'est un peu l'anti-candidat de gauche. Et d'ailleurs, je pense que Éric Zemmour n'est pas du tout gêné de se faire taper dessus par les socialistes, les Verts et les Mélenchonistes. Donc, il y a un mano à mano comme ça qui peut s'enclencher. Macron, lui, ne peut pas rentrer dans ce mano à mano. La droite est un peu embarrassée. Donc, c'est à la gauche de jouer ce rôle-là. A-t-elle tort ou a-t-elle raison sur le fond? Ça, c'est autre chose. Mais en termes tactiques, c'est plutôt bien joué. Bruno Jeudi. Je pense que Anne Hidalgo a compris, alors elle est dans une grande difficulté, que moi je trouve depuis le début, alors là je me dégage un peu d'Hidalgo, je trouve assez curieux cette tétanie devant Zemmour. C'est-à-dire qu'au fond, personne vraiment lui rentre vraiment dedans. Franchement, il y a matière. Chacun, aussi bien la gauche est assez inexistante. Alors la gauche, c'était est-ce qu'on débat avec lui, pas débattre avec lui. Après, c'était Zemmour a débattu avec lui, Mélenchon a débattu avec lui, donc la gauche se positionne par rapport à Mélenchon. Je trouve qu'il y a une espèce de tétanie. Donc, à mon avis, c'est plutôt bien qu'Hidalgo décide, au fond, de répondre. Alors après, sur le choix du mot guignol, moi, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. Mais en tous les cas, il y a un peu... il y a la tétanie face à Zemmour est en train de sans doute d'être levée par des politiques qui décident, alors qui peuvent dire aussi... Fabien Roussel, à mon avis, a dit des trucs incroyables. Depuis, maintenant, c'est les juges qui décideraient... Voilà, il voudrait qu'on empêcher ceux qui ont été condamnés pour injure. Je préfère à la limite l'attitude et le choix de l'attaque d'Hidalgo que celle de Fabien Roussel, parce qu'on va quand même pas donner aux juges le choix de la possibilité de dire si on est candidat ou pas. Non, mon Dieu, ça va, la justice. Il y a un vrai danger là, de ce côté-là. Là, c'est pas un danger, c'est que sûrement pas. Sûrement pas donner ce pouvoir-là aux juges. Absolument. Louis Wassalter, Ce qui est intéressant, c'est que la gauche se demande comment réagir face à Zemmour. Là où il y a 20 ans, ils ne se demandaient pas comment réagir face à Le Pen. C'était la condamnation morale immédiate. Or, on voit bien que ça n'a pas marché, la condamnation morale. En tout cas, face à Jean-Marie Le Pen, puis face à Marine Le Pen. La gauche a maintenant intégré cela avec un peu de retard. Et donc, il y a un débat entre Mélenchon, Hidalgo, les écolos, les gens qui se revendiquent de la gauche, mais même aussi en Macronie, dans le camp d'Emmanuel Macron, pour savoir s'il faut répondre à Zemmour et comment il faut lui répondre. Comment il faut traiter le phénomène de Zemmour, en quelque sorte. Voilà, moi, je continue à penser, ce que je viens de dire d'ailleurs, c'est que la condamnation morale uniquement ne marche pas. C'est vraiment... Et d'ailleurs, Gaspard a raison, ça n'impactera pas du tout le phénomène Zemmour en tant que tel, c'est-à-dire qu'un électeur tenté par Zemmour va pas se décourager parce que Anne Hidalgo sera peut-être stimulé. Piqué oui, ça peut lui plaire. Ça peut lui plaire, je pense. Exactement, vous devancez, vous savez plus dans ce que je dis, mais vous avez raison, ça pourrait plutôt le stimuler dans le mano à mano que décrivait Gaspard Ganzer. Maintenant, c'est un débat pour la gauche, c'est à elle d'ouvrir les dossiers de fond. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle? Pourquoi est-ce que Éric Zemmour est à 17% dans les intentions de vote? Ça, c'est un sujet que, sur le fond, la gauche, en tout cas, que la gauche ne s'entend pas sur la façon de le traiter. C'est ouvrir les sujets dont Zemmour parle, en fait, tout simplement, et y apporter une réponse. Je vous passe la parole dans un instant, Louis Wassalter, notamment sur la façon dont la gauche doit effectivement articuler ses arguments face non seulement à Éric Zemmour, mais aussi face aux Républicains qui vont désigner leur candidat. Ce sera dans un instant dans Punchline. À tout de suite. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on est avec Bruno Jeudi de Paris Match, Louis Haushalter de Marianne et Gaspard Ganzer, conseiller en communication. Comment la gauche peut effectivement avoir des arguments pour contrer Éric Zemmour, Gaspard Ganzer? C'est une vraie équation. Il va falloir les affûter face à Zemmour et puis après les diriger aussi contre la droite qui va désigner son candidat. Je pense que c'était dit tout à l'heure, la gauche a un peu hésité à rentrer dans le débat parce qu'elle se disait on va lui servir la soupe et on va lui permettre de se hisser au statut de candidat à l'élection présidentielle. Bon, de toute façon, ça s'est fait. Il n'est pas encore candidat, mais il est totalement dans le jeu du débat présidentiel. Donc, il faut accepter de débattre avec lui, monter sur le ring, j'allais dire, et faire comme Mélenchon l'a fait, lui répondre argument par argument sur le fond. Pas en utilisant des arguments moraux, en jetant des anathèmes, mais en décortiquant son programme, du point de vue économique, il est ultra-libéral, par exemple, en questionnant sa politique migratoire et son projet totalement fantasmé de zéro immigration, et en regardant point par point là où il a des faiblesses dans son programme. Et ça aidera pas forcément à décrocher des électeurs d'Éric Zemmour, mais en revanche, ça permettra certainement de consolider des électeurs autour de la gauche qui se diront ah bah quand même eux ils ont des trucs à dire sur le fond et ça serait encore mieux s'ils avaient des idées. Louis Haushalter, ils en prennent le chemin? Non, j'en suis pas sûr. Je viens d'entendre l'optimisme de Gaspard Ganzer. J'en suis pas sûr. Que Zemmour, c'est-à-dire l'épouvantail Zemmour, puisse être un totem de ralliement presque de la gauche qui se trouve un ennemi pour essayer de ressusciter un peu. Oui, effectivement, on peut se fédérer à 10, 15, 20 contre un ennemi. Ça peut faire un élan mobilisateur. Mais ça ne fait pas une offre politique d'être contre Zemmour. Comme ça ne faisait pas une offre politique d'être contre Le Pen, comme ça ne fait pas une offre politique d'être contre Macron, contrairement à ce que certains peuvent penser en ce début de campagne présidentielle. Par ailleurs, et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je prolonge, la gauche a décrété à un moment donné que la sécurité était un sujet de droite, que l'immigration était un sujet de droite, que pas mal de sujets comme ça étaient des sujets de droite et que donc en parler, c'était pas de gauche. Et ça, la gauche en revient un petit peu. Je pense notamment aux maires de la génération, dont d'ailleurs certains d'entre eux soutiennent Anne Hidalgo, le maire de Montpellier, de la Fosse notamment. En fait, ils se sont fait réélire en étant des maires pragmatiques. Exactement. Et comme ils sont au contact des problèmes du quotidien, ils n'ont plus l'ancien discours de la gauche des années 90-2000 qui expliquait qu'il y avait aucun problème de sécurité de l'immigration. Ils ont bien mis en place des polices municipales. Mais on dirait que ça Anne Hidalgo, elle a fait un virage à 180 degrés sur la question avec tout roulade arrière et je retombe sur mes pieds en imposant une police municipale. Elle n'a pas totalement fait la roulade puisque la police municipale à Paris ne sera pas armée. Donc ça c'est une question, à mon avis, dont on reparlera. Mais beaucoup des maires socialistes réélus. Mais ça n'infuse pas dans le discours d'Anne Hidalgo, je trouve. C'est-à-dire que elle reste sur l'ancien logiciel, c'est ça. Des préoccupations des Français, donc ils peuvent savoir que c'est le pouvoir d'achat, les fins de mois, la sécurité, la délinquance. Moi, je pense qu'Anne Hidalgo, ça n'infuse pas dans son discours. Anne Hidalgo s'est lancée sans proposition un peu ficelée et qui puisse faire débat. Sa proposition sur les profs a fait flop parce que très vite ils ont été obligés de remballer, leur truc n'était pas prêt. Moi je trouve qu'il y a une forme d'improvisation à la rentrée qui est assez stupéfiante de la part d'Anne Hidalgo qui a voulu surfer un peu comme d'autres candidats sur l'anti-macronisme qui datait le problème de 2020 ou 2019. Parce qu'entre-temps, Macron, il s'est un peu refait la cerise pendant l'été avec la fin de la gestion du Covid. Et aujourd'hui, il apparaît comme un candidat sans doute difficile. Il reste assez haut dans les sondages. Et le problème de la gauche aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie de ses électeurs sont chez Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche est faible au total. On est autour de moins de 30%. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup chez Emmanuel Macron. On n'arrête pas de dire il regarde à droite, il regarde à droite. Mais c'est surtout qu'il a conservé beaucoup plus qu'on ne le dit des électeurs de gauche ou des électeurs déçus de Hollande et qui sont restés finalement bon gré mal gré chez Emmanuel Macron. L'étude de la Fondation Jaurès publiée la semaine dernière montre de ce point de vue-là qu'il y a ce phénomène de vote utile qui pourrait fonctionner. Alors on est encore loin du premier tour, mais c'est vrai qu'il y a quand même une partie de la gauche qui se dit sur ce coup-là, c'est cuit. Donc, ce sera pour plus tard. À mon avis, c'est pour ça que moi, mon sentiment, c'est que le seul qui a quelque chose à dire, c'est Yannick Jadot. Oui. Gaspard Ganzer. Le paradoxe, c'est que la gauche manque d'idées formulées, de propositions qui sont formulées, et ça vaut d'ailleurs pour Hidalgo, comme pour Jadot, comme pour Mélenchon, mais que les thèmes qui sont en train de s'imposer dans le débat public, je ne serais pas totalement d'accord avec Louis Haushalter, ne sont pas que les thèmes
au départ de la droite. La sécurité est un terme qui est maintenant approprié aussi par quelques personnalités à gauche, et c'est tant mieux parce que c'était nécessaire, mais surtout la question du pouvoir d'achat. Et demain, je pense, la question de la lutte contre les inégalités, contre la pauvreté, l'hiver arrive avec ses conséquences dramatiques d'un point de vue humain, vont s'imposer dans le débat public. Et moi, je parie que l'hiver qui est devant nous, qui est l'hiver de la présidentielle, va être l'hiver où la question du pouvoir d'achat, c'est déjà un peu le cas, mais aussi la question de la lutte contre les inégalités vont s'imposer. Et là, la gauche, si elle est capable d'avancer des propositions, elle peut emporter, pas la partie, mais en tout cas gagner quelques points. La question du pouvoir d'achat, je suis entièrement d'accord. Il suffisait d'écouter hier Xavier Bertrand, qui lui a bien compris, a pas changé, a bien compris. Il est sur le pouvoir d'achat, il n'en bouge pas. Sa proposition, ça a fait ricaner les gens. Mais à mon C'est avis, laquelle? Rappelez-la nous. sa proposition, 1500 euros pour voilà. tout Français qui travaille à temps complet et qui aujourd'hui gagne moins. Mais ça, c'est la gauche qui aurait dû proposer. Mais il est là-dessus, il n'en bougera pas. Et à mon avis, c'est un sillon qu'il il se trompe pas sur ce sillon. Non, mais Éric Zemmour, à contrario, qui dit non mais le pouvoir d'achat c'est pas du niveau du président, c'est du niveau à peine du Premier ministre. Il a tort. Il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy, en 2007, dans un contexte économique similaire, avait gagné l'élection présidentielle parce que justement, il avait piqué le totem du pouvoir d'achat à la gauche avec ce travailler plus pour gagner plus, et ça avait très bien fonctionné. Xavier Bertrand suit le même film, et c'est la gauche qui devrait le faire. Et c'est intéressant que Marine Le Pen le fasse aussi, parce que face à un Zemmour qui explique qu'effectivement c'est une question secondaire, Le Pen, elle aussi, reste sur la question sociale. C'est-à-dire qu'elle dit, entendu, j'ai un discours sur l'immigration, mais d'un autre côté, je garde mon discours social avec tout le package avec, la retraite à 60 ans, mais aussi la baisse des taxes sur l'électricité. Alors, non, mais il y a la question de la crédibilité des mesures, mais elle tient une ligne sociale, c'est-à-dire qu'elle tient à cette ligne, alors que toute une partie du Rassemblement national lui fait le procès d'être trop à gauche. En fait, il va avoir un programme trop social. Et c'est le procès que lui fait Zemmour, qui lui aura un programme classiquement de droite, avec un report de l'âge de la retraite, de l'ordre dans les comptes publics. Là où Marine Le Pen va tenir un discours parce qu'elle sait que ce qui reste de son électorat, c'est chez les catégories populaires, chez des abstentionnistes et chez des gens qui seront sensibles à ce discours-là, qui effectivement aurait dû être tenu par la gauche, mais que la gauche n'a pas traité, n'a oublié en quelque sorte. Ils ne sont pas attirés par Éric Zemmour. C'est un peu la difficulté d'Éric Zemmour qui a piqué en gros le Front National du Vieux. Comme on dit, enfin, en gros, celui de Jean-Marie Le Pen, le Sud, les rapatriés, enfin voilà, toute cette, on va dire, ces électeurs mélange d'extrême droite et de droite hors les murs, comme on dit. Et puis Marine Le Pen, c'est vraiment la scission on retrouve la scission de l'ex-Front National, et Marine Le Pen qui garde ce que dit Louis, c'est-à-dire cette offre sociale, c'est tous ces gens déclassés, c'est les désespérés de la mondialisation. Les ouvriers du Nord, les anciens communistes qui étaient passés au Front National. Avec des sondages qui sont un peu figés d'ailleurs. Oui, ça bouge peut-être plus tellement. C'est comme si les sondages étaient en vacances. Ça bouge plus le mouvement dans les sondages. Ça se pose parce que c'est cette analyse-là, c'est la scission. On retrouve la scission du Front National en deux. Vous savez, on disait, il y a beaucoup de spécialistes, de politologues qui se sont penchés entre le Rassemblement National du Nord et le Rassemblement National du Sud. On a l'impression de retrouver cette scission. Éric Zemmour ayant capté la branche paternelle, et pour l'instant ne progressons pas autant qu'on ne le dit à droite. Et à mon avis, moi je pronostique une pause sans doute jusqu'au 4 décembre, c'est-à-dire il faut attendre maintenant le nom du candidat, les Républicains. Oui, et ça, ce sera une date importante parce que là, pour le coup, c'est de l'oxygène pour Zemmour, soit c'est pas, c'est-à-dire qu'en gros, moi je fais le pronostic que si on est sur une offre type Michel Barnier, moi je pense que pour Zemmour c'est quand même une partie sans doute de cette frange-là qui peut être intéressée à ce moment-là par l'offre Zemmour. Et si on a une autre victoire, si on a Xavier Bertrand, c'est-à-dire que Xavier Bertrand, il y a il y a l'idée que dans les sondages, il est quand même plus haut, qui peut être au deuxième tour. C'est ce qui aujourd'hui tient Xavier Bertrand, avec aussi une stratégie qui est moins de faire revenir, j'allais dire, l'électorat bourgeois de droite qui est parti chez Emmanuel Macron. Xavier Bertrand pense qu'il ne reviendra pas et qu'il, lui, il est plutôt sur une offre d'une droite classe moyenne, celle qui a voté pour lui dans les Hauts-de-France. Et lui, il pense que c'est ceux-là qu'il faut convaincre. Après, c'est deux stratégies différentes, on voit bien. On va voir ce qui va se passer quand même sur le fond au mois de novembre, parce que est-ce qu'Éric Zemmour va quand même finir par annoncer sa candidature, parce que bon là, lui qui met tout le temps en avant la virilité. Il envoie des lettres au maire.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que je vais noter un paradoxe, c'est que lui, il n'arrête pas de dire que faire de la politique, c'est avoir du courage, être un vrai chef, être viril, taper du poing sur la table, si c'était de faire autre chose. Et ben pourtant, il tourne autour du pot, je trouve. Là, il annonce pas. Est-ce qu'il a vraiment intérêt à se présenter tout de suite? Oui, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Quand on a un peu de courage, faut sortir du bois, se mettre sur le bord du plongeoir et sauter dans la piscine. Je crois que c'est pas une question de courage. Dans l'occurrence, c'est plutôt tactique, pour l'instant, c'est tactique. Les médias continuent à être autour de lui, à tourner autour de lui. Je pense, Benoît. Oui, non, moi je pense que après il faut qu'il mette ça en scène aussi. Il y a toujours un peu un côté. Alors c'est vrai, est-ce qu'il le fera le 9 novembre comme le. Oui, puis c'est une carte qu'il a pour se redonner une dynamique, parce que là c'est vrai que les sondages ne bougent plus pour lui. Alors il est installé, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas. Donc on pensait c'était peut-être un feu de paille, un effet de mode. Il est quand même installé maintenant dans le paysage. Oui, de façon durable. Il a un socle dans les sondages depuis un mois, entre 14 et 17 grosso modo. Et la carte de la candidature, c'est une carte qui s'est gardée dans la manche, évidemment. Parce je suis pas sûr que ça crée des bûches dans la cheminée. Voilà, je suis pas sûr que ça crée un effet de sidération qui lui fera gagner 10 points d'un coup. Mais pour la notoriété, c'est important de faire ne serait-ce que pour faire un journal de 20 heures, ce qu'il a jamais fait, Éric Zemmour, évidemment. C'est important quand même. C'est une étape importante. Il a encore cette carte dans sa manche. Il va quand même faire un prime time sur France Télé, je crois. Oui, sur France 2, il n'y a pas encore de date. L'émission politique. Mais pour revenir une seconde à Anne Hidalgo, c'est vrai que quand on dézoome un tout petit peu et qu'on regarde les derniers jours, c'est vrai que c'est quand même difficile pour elle. Elle multiplie les bad buzz. Il y a eu cette intervention, cette vidéo devant un automate SNCF disant qu'elle préférait avoir des guichetiers, qui a été tournée en dérision, mais de toutes les formes possibles et imaginables. Elle va sur RTL et elle sait Figaro, elle pète un verre et puis après elle s'engueule avec un journaliste. Bon, il se passe tous les jours un truc de ce style-là. Alors après, c'est pas de sa faute. Quand ça elle veut a pas, ça de veut pas. Elle a pas de chance, quoi. Voilà, vous savez, c'est Chirac qui disait les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Là, je pense que l'escadrille est quand même très très peuplée. Et on se demande jusqu'où elle va réussir à tenir. Alors, elle a visiblement la volonté du caractère. Oui, elle a dit qu'il y aurait un bulletin Hidalgo dans l'urne en 2022. Ouais. Juste un tout petit mot de Montebourg. Et au milieu de tout ça, il y a Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que c'est un objet politique il a du mal à exister médiatiquement, mais politiquement, il y a quand même quelque chose. Il faut le reconnaître. Alors lui, pour le coup, il a des idées, il a une ligne qu'il suit quand même depuis de très nombreuses années. Le problème, c'est il manque peut-être un peu de niaque et de possibilité à créer le buzz. Peut-être qu'il est peut-être un peu à l'ancienne. Il n'arrive pas à émerger médiatiquement. C'est difficile. Moi, je trouve qu'il est assez, dans son parcours, il est assez cohérent. En plus, je trouve qu'il a évolué, contrairement à plusieurs personnalités de gauche, sur toutes les questions de sécurité. Tout ça, il a quand même pas mal évolué. Il a un discours qui est assez intéressant. C'est quelqu'un de créatif, moi je trouve. Je parle sous le contrôle de Gaspard qui s'intéresse beaucoup aux questions de communication. C'est quelqu'un qui est créatif. Et franchement, on rigole. Nous, on l'a suivi à Paris Match, mais sa campagne dans les trains, c'est pas du fait qu'il le fait vraiment. Et c'est plutôt intéressant. Mais il pourrait se rallier à Anne Hidalgo. Alors après, le problème, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que sur le fond, il est plus proche d'un Jean-Luc Mélenchon que d'une Anne Hidalgo. Après, je pense qu'il est capable de se rallier à Jadot quand même. Après, il est un peu désemparé parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le suit, il va avoir un problème de moyens et qu'en janvier, pour le coup, l'hiver risque d'être difficile pour ces candidats qui sont en dessous de 5%. Ça sera-t-il l'hiver, c'est la question. Mais on va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler d'Emmanuel Macron. Il était au G20 et à la COP26 aujourd'hui. On entendra aussi Boris Johnson. À tout de suite.